Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Christian Parizeau, avec Wilfried Galland et avec Emmanuel Le Chypre. On va commencer avec l'Ukraine et le déblocage de cette aide américaine, 61 milliards de dollars. C'est le fruit d'un revirement inattendu côté républicain. Avant d'en débriefer ici sur le plateau, on va parler des coulisses de cet accord avec Antoine Hollard depuis Washington. Ce qui a été déterminant, c'est le revirement de Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. C'est le seul qui peut soumettre un texte au vote. Et pendant des mois, Johnson avait les deux pieds sur le frein. Il refusait de payer pour l'Ukraine, au motif que cette guerre lointaine ne concerne pas les États-Unis. Finalement, il a changé d'avis, notamment après plusieurs briefings du renseignement. Johnson dit qu'il a pris conscience de l'urgence de la situation. Il y a aussi une dimension personnelle pour lui, alors que son fils s'apprête à rejoindre l'académie navale. Il dit qu'il vaut mieux envoyer des munitions à Kiev plutôt que des soldats américains. Pour essayer de convaincre dans son propre camp, Johnson a aussi modifié le texte. Une partie des fonds, 10 milliards, seront versés sous forme de prêts. L'idée a été soufflée par Donald Trump, ce qui a pu faire basculer certains députés conservateurs. Au final, les démocrates et une partie des républicains ont voté ensemble. Le texte passe demain au Sénat. Pour le coup, ce devrait être une formalité. Mais tout cela pour coûter très cher à Mike Johnson. Un groupe d'élus ultra-trumpistes promet désormais de tout faire pour le destituer de son poste afin de le punir après son revirement. Bon, alors on ne sait pas ce qui a conduit effectivement Mike Johnson à changer d'avis. Peut-être la CIA, si on en croit effectivement Antoine Hollard. En tout cas, pour l'Ukraine, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'évidemment, ça faisait des mois qu'on attendait tous ces armements. Christian Parizeau, est-ce que ça peut changer le cours de la guerre et donc le cours aussi de l'économie mondiale? Alors, le cours de la guerre, je pense pas. C'est compliqué, parce qu'on sent que la situation là-bas est très compliquée. On sait que la Russie prépare une offensive majeure, en plus aidée par les conditions climatiques qui vont permettre à ses troupes plutôt d'avancer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Ukraine qui a vraiment besoin de munitions. Ça peut aider à stabiliser le front. Je suis pas sûr que ça change complètement, ça change un revirement. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que cette aide, elle est avant tout une aide pour les Américains. Parce que sur les 60 milliards qu'on nous annonce, il y a quand même un peu plus de 23 milliards qui vont juste servir à reconstituer les stocks qui ont été donnés par l'armée américaine à l'Ukraine. Donc ça change pas sur le fond l'armement. Les coûts en plus des systèmes sont hors de prix, et c'est pas avec cette aide-là que l'Ukraine va pouvoir constituer un vrai bouclier aérien, qui vont avoir une visibilité très claire d'alimentation en termes pour continuer à se défendre. Donc l'Ukraine a besoin de l'Europe. Quoi qu'il arrive, l'Ukraine a besoin que l'Europe monte en puissance et l'aide à long terme. Maintenant, à court terme, c'est encore une fois de plus des dépenses budgétaires supplémentaires. Et surtout, je vous le disais, il y a une grosse partie qui va aller encore dans le secteur de l'armement aux États-Unis. Et donc, c'est encore un secteur d'activité qui va encore être très bien orienté. Alors, je fais juste une petite parenthèse court terme. Mais regardez, la défense va très bien. On voit qu'il y a toujours cette IRA, ces dépenses très importantes américaines pour la réindustrialisation aux États-Unis. Tout ça, c'est des secteurs qui échappent complètement à la politique monétaire de la Banque centrale. Et on comprend après pourquoi l'économie américaine reste aussi résiliente. On peut toujours dire, mais là, derrière, il y a encore une dépense budgétaire qui va quand même être un soutien important. Donc, je retiendrai, oui, c'est une aide à l'Ukraine, mais c'est surtout un soutien très fort à l'économie américaine, indirectement à travers cette loi qui a été votée. Wilfried, vous partagez cette idée, c'est une nouvelle subvention à l'économie américaine. C'est clairement une nouvelle subvention à l'économie américaine. Ce qui est aussi quand même, je trouve, très positif, c'est que c'est un signal donné à l'attention à l'international, à l'attention aux alliés des Américains. C'est vraiment dire, oui, effectivement, on s'occupe de nos propres intérêts, c'est aussi pour les emplois des Américains, parce que, comme le disait Christian, on est en train, effectivement, de garnir les carnets de commandes, mais on le fait aussi en disant, on a besoin de soutenir nos alliés et de montrer qu'on est là. Dans le cadre d'une campagne électorale, il y a aussi Israël, il y a aussi Taïwan, qui est extrêmement tendue, c'est un signal quand même qui est donné, qui est aussi le signal que face au mur des réalités, les boucliers idéologiques ont parfois tendance quand même à se fissurer, et même les vrais Trumpistes, Mike Johnson, le speaker, ne peut pas être qualifié de quelqu'un de tendre vis-à-vis de Biden. On se rend compte que les enjeux internationaux prennent quand même également de l'importance dans la campagne américaine, et ça c'est quand même un point que je trouve significatif. Il va falloir suivre ça, parce que on avait une campagne qui avait tendance uniquement à se recentrer sur uniquement les enjeux américains,
américains. Là, on voit que c'est les enjeux américains et les enjeux internationaux sont complètement corrélés. Parce qu'effectivement, si on n'aide pas les Ukrainiens, non seulement on a un problème vis-à-vis de nos alliés, mais on peut aussi avoir un problème vis-à-vis des stocks américains globalement et de la crédibilité américaine. Est-ce qu'Emmanuel, ça vous rend plus optimiste sur un éventuel après Trump, s'il était élu président, sur son engagement international? La réalité, c'est que la guerre en Ukraine, elle a un peu... Alors je dirais pas qu'elle a disparu des radars de l'économie mondiale, mais on voit bien que tous les circuits se sont un peu réorganisés et que finalement l'économie mondiale a appris à fonctionner dans l'installation de cette guerre durable. Donc sur le plan économique, à part les impulsions qui ont été citées effectivement sur les industries de l'armement, etc., et à part le signal très fort envoyé par les États-Unis justement sur l'intérêt ou non qu'ils portent aux questions internationales, je suis pas sûr que ça infléchisse de façon majeure le cours de l'économie mondiale au cours des prochains trimestres. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, s'il n'y avait pas eu cette aide, la guerre aurait sans doute été finalement terminée beaucoup plus vite au détriment des Ukrainiens. Là, on voit que cette guerre, elle va continuer finalement avec un rapport de force qui va rester peut-être un peu plus équilibré, mais qui ne permet en aucun cas de garantir une victoire des Ukrainiens, et qu'on voit bien que on risque d'entrer dans un conflit qui va se prolonger malheureusement. Surtout que la question c'est quand est-ce que les armes finalement vont arriver. Alors il y en a certaines qui peuvent arriver très vite, et après quand vous ramenez effectivement le montant de l'aide au matériel demandé par les Ukrainiens, on pense notamment aux batteries aériennes, etc. Quand vous voyez que c'est plus d'1 milliard pièces, que l'Ukraine dit il nous en faut 7 parce que finalement il y a la structure, notamment pour les patriotes, mais il y a aussi le coût de chaque missile qui est extrêmement élevé, et qu'on voit que finalement 64 milliards c'est pas non plus énorme. Donc c'est surtout finalement un rééquilibrage des forces qui va sans doute prolonger encore cette guerre sans qu'il y ait un vainqueur qui se dessine. Côté européen, on a beaucoup de choses à financer. La défense, évidemment, vous le disiez, Christian, il va falloir que les Européens aussi prennent le relais, mais aussi la transition écologique, la transition qui avance avec des notes d'espoir, et puis aussi parfois des moments où on revient en arrière. Dernier exemple, JP Morgan qui, dans une note au Financial Times, alerte sur les freins macroéconomiques et géopolitiques. Écoutez Astrée Olivier. L'objectif zéro émission carbone en 2050 n'est pas encore réalisable au niveau mondial, selon JP Morgan. Il faut revenir sur Terre, avertit le responsable de la stratégie énergétique de la banque, qui a investi en 2022 71 milliards de dollars dans les énergies décarbonées, mais aussi plus de 100 milliards dans le pétrole. Le problème, l'inflation qui augmente les coûts pour les investisseurs dans le renouvelable, tandis que les taux d'intérêt élevés pèsent sur les capacités d'emprunt, notamment pour les États. L'Écosse, par exemple, vient d'annuler son plan de réduction de 75% de ses émissions carbone prévues pour 2030. JP Morgan questionne aussi le pic pétrolier prévu avant 2030 par l'Agence internationale de l'énergie. La croissance des pays en développement va accentuer la demande de pétrole, mais aussi paradoxalement la fabrication d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de voitures électriques, pour laquelle il faudra compter en 2030 2 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour. Il y a débat sur ce plateau, sur l'aléa morale, la logique de responsabilité chère à Wilfried Galland. Vous dites, oui, mais 2050, on n'y arrivera pas, donc c'est pas la peine d'essayer. Non, le point, c'est que... le monde, pas totalement. En fait, le monde a besoin d'énergie, et on ne peut pas se passer aujourd'hui d'énergie fossile et d'énergie carbonée. C'est la réalité. Après, on peut se donner des objectifs plus ou moins ambitieux, mais ce qu'on voit, c'est que dans la progression énergétique mondiale, effectivement, les énergies décarbonées absorbe le supplément d'énergie dont on a besoin pour effectivement continuer à croître et avoir cette prospérité que tout le monde appelle de ses voeux. On ne va pas non plus revenir en arrière, mais qu'en revanche, le socle reste un socle aujourd'hui qui est très carboné. Et donc, effectivement, on a besoin de financer ça. Il faut le financer avec l'objectif d'aller de plus en plus vers des choses qui sont de plus en plus efficientes. C'est pas du tout la même chose d'avoir une centrale à gaz aujourd'hui que de bâtir des vieilles centrales à charbon sur des anciennes normes. Donc ça
ça pose également ce sujet-là, mais c'est un sujet qui effectivement est un sujet économique majeur. On ne peut pas avoir une économie prospère sans une énergie abondante et pas chère. Et aujourd'hui, l'abondance et pas chère, c'est les énergies carbonées. Oui, Emmanuel. Parce qu'il y a un double défi, hein, il faut bien être conscient de ça. Il y a le défi de l'augmentation des besoins en énergie sur les 50 ans qui viennent. Et même d'ici 2050, si vous regardez les prévisions d'augmentation de besoins de l'électricité, ça c'est vraiment une première chose. Et la réalité, c'est que dans l'histoire, effectivement, comme a commencé à le dire Wilfried, une transition énergétique, ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais connu de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a toujours des nouvelles énergies qui sont venues s'ajouter aux autres. Alors après, il y a des parts relatives qui déclinent, etc. Mais globalement, donc vouloir décarboner, c'est le double défi. C'est-à-dire, c'est se supprimer de notre socle d'énergie actuelle, et deux, en plus devoir satisfaire des besoins supplémentaires. Et donc, encore une fois, moi je pense que c'est l'approche qui est vraiment ratée, fausse et totalement... Mais qu'est-ce qu'il fallait faire depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On nous a fixé des objectifs, mais c'est pas ça une transition. Une transition... Mais on a fixé l'objectif parce qu'on n'a pas le temps. Oui, mais sauf que quand on parle de transition, c'est un mensonge absolu. C'est-à-dire qu'on nous propose tout sauf une transition. On nous fixe des objectifs délirants et après c'est démerdez-vous, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe. Mais sinon il se passe rien. Regardez sur le véhicule électrique, si vous mettez pas une date avec un objectif, il n'y a pas l'industrie ne change pas. La transition, c'est d'envoyer des incitations qui vont faire que les choses vont se mettre en marche et qu'on sera prêt quand on sera prêt. Et au niveau mondial, parce que c'est ça le sujet. Mais là il se passe rien. Donc, la réalité, c'est que si vous n'obligez pas, et en fait, la seule solution, on en revient toujours au même sujet, la seule solution, c'est que si vous n'envoyez pas les bonnes incitations pour arrêter la taxe carbone, pour arrêter de jouer sur les deux seuls leviers que sont la culpabilité, les bons sentiments, etc. Et je veux dire, il faut que le système capitaliste se mette en ordre de marche pour uniquement par intérêt, aller vers cette transition énergétique. Et c'est ce qu'on voit. C'est en train de se faire parce qu'il y a des innovations, etc., etc. Donc ça va se faire. Mais fixer des objectifs précis à des dates précises, encore une fois, c'est prendre le risque de provoquer des accidents majeurs qui compromettront cette transition énergétique. Christian Parizeau. Oui, moi je pense qu'il y a surtout, on a trois éléments qu'on a sous-estimés. Premier élément, on a sous-estimé le coût du réchauffement climatique. Et là, c'est un coût. C'est-à-dire qu'il faut faire la transition, mais tout en payant la facture qu'on a aujourd'hui. Et on voit que ça se réchauffe plus vite et ça a des conséquences économiques. Et on voit que les conséquences ont un coût aussi. Donc, c'est difficile d'investir quand en plus vous avez une augmentation de vos coûts. Deuxième chose... Ah mais là, c'est le pire des mondes, là, ce que tu décris. Non, mais on le voit, on commence à le voir. Alors, les entreprises, maintenant, commencent à intégrer un coût écologique. Il faut quand même on voit les assureurs, intégrer. par exemple. Voilà. Deuxième chose, on a sous-estimé le fait qu'il va falloir énormément d'énergie carbonée pour créer de l'énergie non carbonée. Et c'est ça qu'on a sous-estimé. Aujourd'hui, il faut du cuivre, mais pour extraire le cuivre, il faut émettre du CO2. Et donc ça, on a largement sous-estimé ce point-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut consommer plus de pétrole pour produire de l'énergie décarbonée. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a sous-estimé assez largement. Et puis, troisième chose, on a sous-estimé le coût du déclassement du capital, puisque aujourd'hui, on ne nous parle pas d'augmenter la productivité, on nous parle juste de déclasser, de rendre une valeur à zéro de tout ce qui produisait de l'énergie carbonée pour produire pas plus d'énergie. Et ça, c'est un coût qu'on a. Les valorisations des groupes pétroliers et voilà, et ça, c'est un vrai problème parce que c'est un problème comptable. Et en mettant une date limite, on met une date limite à l'espérance de vie de tout ce qui est de tous ces éléments-là. Et ça pose un vrai problème. Mais ce qui veut dire qu'il faudrait faire parce que le jour où il n'y aura pas assez de production, le jour où il n'y aura pas assez de production et des besoins qui sont toujours aussi élevés, et que vous vous taperez un choc pétrolier qui vous enverra les prix à $400 le baril, ce jour-là, vous serez dans une crise majeure. Et encore une fois, votre transition énergétique qui a encore à peine démarré. Oui, mais ce que dit Christian, c'est qu'il faut accepter plus de brun pour aller vers le vert. On n'a pas le choix. C'est là où je pense qu'il y a eu une grosse erreur de méthodologie, c'est qu'on a pensé qu'on pouvait faire de l'énergie verte sans consommer de l'énergie fossile. Et c'est là où il y a une erreur, à mon avis, importante. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on s'occupe maintenant aujourd'hui du stockage de CO2. Parce que ça veut dire, on a d'ailleurs fait un sujet encore. Oui, voilà, mais ça coûte très cher, mais ça progresse en Europe. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a un côté effectivement rationnel qu'on remet là-dedans, et ça me paraît plutôt une bonne idée. Bon, merci de terminer sur cette petite. Voilà, c'est pour ça que je voulais. Voilà, je sentais que vous en aviez besoin, Christophe. Alors, on va parler
parler des agences de notation qui vont commencer à se pencher sur le chevet du malade Propos français d'espoir. en fin de semaine, 26 avril, Fitch et Moody's, et le mois prochain, ce sera S&P. Est-ce qu'il faut, on va poser la question carrément, est-ce qu'il faut nous dégrader, Wilfried ? Je dirais pas qu'il faut nous dégrader, je dirais qu'en fait il faut effectivement que les agences de notation nous expliquent comment elles font leur notation et comment est-ce que la justification peut se trouver de dégrader ou pas la note. En fait, mais est-ce qu'on mérite de ne pas être dégradé, franchement, encore aujourd'hui ? En fait, toute la question, c'est quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est en fait, on a un creusement des déficits et un creusement de la dette. Même quand on se compare, on se console pas vraiment. Hein. Un peu quand même. C'est avec fait, qui avec les Américains. Non, mais si on se compare avec l'Italie, par exemple, alors tout le monde dit l'Italie c'est formidable, il y a un excédent primaire. Enfin, la dette continue à monter. Ils ont raté leur objectif. Personne n'en a parlé, hein, mais ils ont raté leur objectif beaucoup plus que nous en termes de déficit. Hein. Eux, ils voulaient 5%, ils ont eu 7,5%. Bon, nous on voulait moins de 5, on a eu 5,4. Bon, enfin on n'est pas à ce niveau-là. Le concours des cancres. Non mais en fait la question c'est qu'aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est à part l'Italie, c'est difficile de trouver un pays auquel on peut. Mais la question c'est qu'en fait la dégradation en fait n'intéresse que certains financiers tant qu'on n'est pas dans des limites qui signalent en fait un problème de soutenabilité de la dette. On a encore largement de la marge. Tant qu'il y a un prêteur en dernier ressort qui s'appelle la Banque centrale, oui, c'est ça. Je suis pas extrêmement inquiet. Non, la vraie limite pour moi aujourd'hui, c'est combien on est prêt à ce que notre budget de l'État soit consacré au paiement de l'intérêt de la dette. C'est-à-dire qu'on a un stock de dette. Ce stock de dette, on le renouvelle à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Donc ça veut dire qu'on mobilise de plus en plus de notre impôt pour juste financer l'intérêt de la dette. Et la vraie limite, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous dirais que mon premier poste de dépense, c'est la charge de l'indette, que je ne peux pas investir dans l'éducation nationale parce que je paye trop d'intérêts, parce que j'ai accumulé trop de dettes, c'est là qu'on commencera peut-être à se réveiller, à se dire « Ah bah oui, on a peut-être fait des erreurs dans le passé et on a été trop loin. » Parce que derrière un stock de dettes, ça ne veut rien dire, tout dépend le coût de financement. Et là, ce qu'on est en train de s'apercevoir avec la remontée des taux d'intérêt, que c'est une vraie contrainte. Alors, il n'y a pas de limite, hein, je vais pas il n'y a pas de limite. Que le jour où le gouvernement va commencer à boucler son budget, qui va commencer à intégrer le coût de refinancement de la dette qui augmente, ils vont s'apercevoir qu'ils ont de moins en moins de flexibilité budgétaire. Alors, sauf si les taux baissent, ça va redonner et on recommencera à s'endetter à ce moment-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que plus le stock de dette augmente, plus on a une grande sensibilité à la remontée des taux. Oui. Donc, plus ça écrase immédiatement le budget. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que quand même, aujourd'hui, on est dans une phase de remontée des taux et qu'on n'a plus du tout, on a une contrainte budgétaire. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on a des investissements massifs à faire dans les infrastructures. En plus, pour refaire un petit parallèle, dans la défense, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la on n'a plus cette sécurité budgétaire. Oui. Vous avez 30 secondes. Alors moi, je ne crois plus du tout à ce qu'on appelle la réforme de l'État, entre guillemets, c'est-à-dire en gros... On la fera jamais. On la fera jamais, c'est-à-dire en gros, sauf s'il y a une catastrophe, effectivement, et que si le FMI vient remettre de l'ordre dans tout ça, et dans tous les pays où il y a eu quand même d'importantes réformes, ça a quand même été une situation d'urgence qui était beaucoup plus urgente que celle de la France aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il va falloir, encore une fois, la transition dont on ne veut pas encore parler, mais dont on va s'apercevoir qu'elle est cruciale aussi pour les autres, c'est la transition fiscale. C'est-à-dire repenser les bases de la fiscalité. On voit bien qu'aujourd'hui, on a trop d'impôts qui rapportent trop peu, qui sont assis sur des bases trop étroites, et qu'il y a des masses à taxer aujourd'hui qui ne sont pas taxées. Et donc, je pense que revoir la fiscalité, ne serait-ce que créer une fiscalité environnementale, etc., c'est extrêmement important. Comment on va financer, comment on va taxer tout le travail qui... Ça, pour ça, en général, on est très bon en France. Voilà. Ouais. Et là-dessus, aucun souci. Là, je suis pas inquiet. Créer des impôts, on est très bon. On a l'innovation fiscale en France, donc on va trouver. Mais comme on avait inventé la TVA dans les années 50, donc là-dessus, il y a aussi beaucoup à faire.